Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui du livre La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Chevalier? Oui. Ce livre-là, tout d'abord, la date de publication, c'est une autrice américaine, donc le livre est paru en 1999 aux États-Unis et la version française en 2000. Et le film, parce qu'il y a une adaptation en film, en 2003. Concernant l'histoire, on est aux Pays-Bas, à Delft, quelque chose comme ça. Dans les années, le livre commence en 1664 et on va suivre l'histoire de Griette, je ne sais pas comment ça se prononce, une jeune fille de 16 ans qui, après l'accident de son père, qui a rendu son père aveugle et donc incapable de travailler, parce qu'il est artiste céramiste, elle doit, elle, travailler et elle va travailler comme servante chez un peintre. Donc elle va accomplir les tâches habituelles des servantes, mais aussi elle a des tâches assez particulières parce qu'elle doit nettoyer son atelier et faire attention à ne rien bouger. Et des tensions vont se créer dans la maison où elle va travailler. Concernant le contexte historique du livre, il faut savoir que c'est un roman historique. Donc, Johannes Vermeer, je ne sais pas comment ça se prononce, j'imagine que ça se prononce à peu près comme ça, est un peintre qui a réellement existé et qui a peint La jeune fille à la perle, donc comme le titre du roman. En ce qui concerne la servante Griette ou Grillet, on va dire Griette, on ne sait pas si elle a existé, on ne sait d'ailleurs pas du tout qui a posé pour ce portrait-là. On ne sait pas s'il y a eu plusieurs hypothèses, que ce soit une servante, que ce soit une de ses filles. Donc rien n'est sûr, on ne sait même pas si en fait la personne existe en soi. Mais l'autrice a été obsédée, on va dire, avec ce tableau et elle a voulu imaginer l'histoire qu'il y avait derrière cette jeune fille à la perle. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette histoire-là, le fait qu'on ne sait pas exactement si cette jeune fille a existé ou pas, je trouve que ça reflète bien un des aspects dans le livre parce que on lui dit à plusieurs reprises que les personnes qu'il peint appartiennent après à ce monde-là, mais n'appartiennent plus vraiment au monde réel. Et je trouve que c'est en quelque sorte le cas, ça se reflète du coup tout à fait dans la véritable histoire de cette jeune fille qui finalement, si elle a existé, finalement elle n'existe plus en tant qu'être réel, elle n'appartient qu'au monde de la peinture. Donc je trouvais que c'était un parallèle qui est peut-être accidentel, mais c'est un parallèle que j'ai trouvé intéressant. Sinon, autre chose, il y avait un client assez régulier de Vermeer, je ne sais plus exactement son nom, et de toute façon je n'arriverai pas à le prononcer, donc comme ça tant mieux, qui apparemment il y aurait vraiment de fortes chances pour qu'il ait réellement acheté ce tableau-là de Vermeer. Par contre, en ce qui concerne sa vie personnelle et son comportement envers les servantes, on va dire, j'ai pas réussi vraiment à trouver d'informations puisque dans le livre, il est décrit comme un homme assez dangereux pour les jeunes servantes, mais j'ai pas réussi à trouver d'informations si c'était vraiment quelque chose de réel ou même juste des rumeurs. Donc j'imagine que c'était peut-être seulement pour le côté fictionnel de l'histoire. Maintenant, je vais passer à l'analyse et à mon avis du livre. Je vais essayer de ne pas donner d'exemple précis du livre. Si j'en donne, je vous le dirai à l'avance. La première thématique est vraiment très importante, comme vous vous en doutez dans le livre, c'est la peinture. Et en lien avec la peinture, il y avait aussi autre chose dont j'ai pas trop entendu parler en cherchant des informations sur le livre. C'était tout ce qui concernait la religion. Alors la majorité du peuple à cette époque est donc protestant et les catholiques sont en minorité. Donc Griette est protestante et elle va dans cette famille qui est catholique. Elle est un peu curieuse, elle se demande s'ils sont différents d'elle, etc. Et déjà dès le début, dès qu'elle s'installe, elle voit une différence visible entre elle en tant que protestante et eux les catholiques à travers la peinture. Parce que là où elle loge, sa chambre on va dire, il y a une peinture du Christ sur la croix
Donc je pense que je n'ai pas besoin de décrire, vous voyez bien ce que je veux dire, ce genre de représentation-là, qui sont pas habituelles pour des protestants, et donc elle, ça l'a... Au départ, je pense qu'on va dire que c'est même ça l'horrifie, et au fil du temps, elle n'arrive pas du tout à s'y habituer, donc déjà rien qu'au travers de la peinture, on peut remarquer certaines différences culturelles. Je me suis demandé aussi s'il y avait, si c'était lié aussi toujours à cette différence-là religieuse, le fait que la mère de Griette était un peu, comment dire, elle voyait pas forcément le peintre d'un très bon œil, car quand Griette rentre et leur raconte un peu ce qu'il peint, la mère lui dit tu lui décris ça comme s'il peignait la Vierge Marie, et ça lui plaît vraiment pas. Je sais pas exactement parce que dans le livre c'était pas vraiment expliqué, mais je me suis demandé est-ce que ça vient pas d'une part aussi de préjugés qu'elle a envers les catholiques. Et en général, ce qui était aussi intéressant toujours concernant la mère de Griette, elle avait une image assez négative des femmes qui posent pour le tableau parce que, comme je pense que je cache le suspense à personne en disant que à un moment le peintre va vouloir peindre Griette dans un de ses tableaux, la mère entend des rumeurs de ça et elle lui laisse comprendre que c'est pas très respectable. Donc je trouvais ce point de vue-là aussi assez intéressant parce que ça se retrouve pas du tout dans le monde de Vermeer. Grâce à la peinture, à son activité de peintre et au fait qu'il va avoir besoin de Griette pour continuer son activité au mieux, leur relation va se développer. Et en parallèle de ça, les relations entre Katharina et Griette, qui n'avaient pas très bien commencé, vont se détériorer. Il va y avoir certaines tensions parce que Katharina est très jalouse. Donc Katharina est la femme de Vermeer, du peintre, parce qu'elle n'a pas le droit d'entrer dans l'atelier. Personne n'a le droit d'y entrer, sauf lui évidemment, éventuellement des clients, et Griette parce que c'est elle qui est engagée spécialement pour nettoyer l'atelier. En plus de ça, j'ai trouvé assez intéressant de voir certains détails, même si le livre n'est pas centré autour de ça, d'avoir quelques descriptions de comment étaient préparées les couleurs à l'époque, parce que forcément ils n'avaient pas les tubes de peinture comme on a nous, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que je ne connaissais pas du tout. Maintenant, le personnage de Griette, elle a une très forte personnalité, ce qui m'a un peu étonnée pour une jeune fille, je crois, de 16 ans. Oui, elle a 16 ans dans l'histoire. Elle est très mature, on sent quand même une intelligence, et même une intelligence, émotionnelle, humaine. Elle arrive bien quand même à comprendre ce qui se passe chez les autres. Et elle est aussi très jolie, ce qui n'aide pas son cas. Il me semble que c'est pas décrit comme ça dans le livre, où on ne dit pas directement qu'elle est très belle, mais on le voit plutôt à la réaction des autres personnages autour d'elle, et surtout des personnages masculins. Ce qui est vraiment très intéressant aussi dans le personnage de Griette, c'est qu'elle est entre deux mondes. Elle vient d'un monde d'un milieu un peu modeste, où ses parents ont vraiment du mal à nourrir leur famille, surtout depuis que le père a perdu son travail, et une famille un peu plus aisée qui peut se permettre d'avoir plusieurs servantes. Ils n'en ont pas 80 non plus, mais ils en ont 2-3. Donc elle est vraiment entre ces deux mondes-là, et surtout en tant que servante, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est à la fois vue comme utile et nuisible selon les personnages. Elle est utile à Vermeer, et en ce sens utile à la famille parce qu'elle l'aide à peindre, enfin elle ne peint pas elle-même, mais son travail fait que ça l'aide à peindre. Et de l'autre côté, elle est vue comme un peu nuisible parce qu'elle est vue un peu comme un danger, notamment par Katharina. Quand elle se met à travailler pour la famille, les gens commencent à la taquiner, à faire des blagues sur « Ah, maintenant tu es trop bien pour nous », mais en même temps, la famille où elle est la voit comme quelqu'un d'un peu inférieur. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu dans cet entre-deux-mondes, et que finalement, en fait, elle peut s'adapter partout, mais parfois on se dit, est-ce qu'elle a vraiment sa place quelque part? Le personnage de Johannes Vermeer est un peu... c'est particulier dans son cas, je pense qu'il faut vraiment être conscient qu'on le voit à travers les yeux de Griette, qui a une énorme admiration pour lui. Et je pense qu'il faut vraiment essayer d'être conscient de ça, et aussi d'avoir un peu de recul pour bien comprendre le personnage, même si je pense qu'on n'a pas forcément assez d'éléments pour le juger
très précisément. De même, on a un aperçu très superficiel dans les relations qu'il entretient avec sa femme qui sont un peu compliquées. Et j'ai du mal en fait à me faire un avis vraiment définitif sur ce personnage-là. Et j'imagine que c'est aussi le point fort du livre qui montre tellement bien les subtilités des relations humaines et même les personnalités individuelles. Parce que d'un côté, je pense que c'est un homme bon, qui effectivement est talentueux, etc. Mais d'un autre côté, moi personnellement, je trouvais qu'il négligeait en partie un peu sa famille, dans le sens où il peint très lentement et il ne peut pas se mettre la pression pour peindre plus vite, pas vitre, et tout simplement vendre ses toiles pour avoir un peu de sous pour sa famille. En ce sens-là, il est un peu éloigné de la réalité. Et oui, c'est pour ça que je dis négliger entre guillemets sa famille, parce qu'il s'en rend bien compte quand même que sa famille a besoin d'argent, ils ont je sais plus combien d'enfants. Donc c'est un personnage qui a des relations un peu complexes et qu'il est, je pense, qui est un peu difficile à juger. Et notamment vers la fin, je ne dis pas exactement ce qu'il a fait, mais j'ai été un peu... Ce qui s'est passé à la fin, je ne savais pas du tout quoi en penser. Je ne savais pas si je me disais c'est une forme de justice comme un dédommagement, et si dans ce sens-là c'est bien, ou si d'un autre côté c'est plutôt quelque chose qu'il aurait dû éviter de faire parce que c'était vraiment une forme d'humiliation envers sa femme. Donc voilà, toujours pour finir sur ce personnage-là, vraiment j'ai pas d'avis définitif à donner, plus voilà peut-être une perspective un peu nuancée sur ce personnage. Si vous l'avez lu, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez peut-être un avis plus tranché, parce que je suis encore un peu en train de réfléchir à tout ça. Le livre décrit aussi assez bien les rapports hommes-femmes qui sont biaisés. Non seulement les rapports hommes-femmes, mais il y a un autre étage, on va dire, où il y a aussi les classes sociales, donc hommes et femmes, mais aussi familles un peu plus aisées ou familles un peu plus modestes. Et le livre se termine d'ailleurs sur une phrase, il me semble qu'elle l'avait déjà prononcée plus tôt dans le livre, mais elle finit le roman sur ça. Elle dit « Une servante, ça ne coûte rien ». Donc c'est vraiment, pour moi, j'ai trouvé très très fort, et je pense que ça résume quand même assez bien ces relations qui ont été décrites dans le roman, où elle vaut rien. Pourquoi ? Parce que c'est une femme et parce qu'elle vient d'un milieu assez modeste. C'est plus comme une propriété. Et d'ailleurs, cette thématique-là de la femme en tant que propriété, c'est aussi quelque chose qui se reflète à plusieurs moments dans le livre, où d'ailleurs un des personnages lui dit que machin est intéressé parce que l'autre est intéressé aussi. Bref, c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, en fait, j'ai eu l'impression à ce moment-là que ça voulait dire que les hommes avaient plus d'intérêt pour l'intérêt des autres hommes que pour Griette et sa personnalité et son individualité, elle en tant que personne en fait. Donc c'était quand même assez intéressant de voir cet aspect-là. Autre chose que j'ai trouvé intéressant concernant les relations hommes-femmes, Griette se réfère différemment aux femmes et aux hommes. Quand ce sont des hommes, généralement elle se réfère à eux par leur nom de famille, sauf le peintre. Quand elle parle de lui, c'est soit il, soit le maître, mais elle ne se réfère pas à lui en utilisant de nom, ni prénom, ni nom de famille. Elle évite en fait, en quelque sorte, elle se réfère à lui sans vraiment se référer à lui, si vous comprenez ce que je veux dire. Et je me suis demandé, est-ce que c'est une forme de respect encore plus grand, ou est-ce que c'est une forme de pudeur ? Je ne sais pas exactement, mais c'était intéressant. Après, les femmes, on se réfère à elles généralement par leur prénom. Donc je pense que là, c'était une forme de, comment dire, c'est toujours en fait ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, réfléchissez par exemple aux politiciens.
je vais pas donner de nom, mais souvent les politiciens se réfèrent à eux quand ce sont des hommes par leur nom de famille et quand ce sont des femmes par leur prénom. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué et je comprends pas trop pourquoi, mais je pense que c'est un peu, pas dégradant, mais ça montre quand même un respect moins grand pour les femmes que pour les hommes. Et je dis pas en ce sens-là que Griette est sexiste ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle est plus influencée par la société de son temps. Et dernière personne, je sais pas si c'était son nom de famille ou son prénom, j'imagine que c'était son prénom, c'était Peter, euh, au marché. Donc il y avait le père et le fils. Et c'est seulement dans la dernière partie où elle se réfère à lui juste en tant que Peter et plus Peter fils que j'ai trouvé un peu... En fait, pendant le roman, je me dis, mais pourquoi elle continue à se référer à lui comme ça? Parce qu'il commence à être un peu plus proche. Et ce serait peut-être plus logique si au bout d'un moment, elle passait à l'appeler lui Peter et le père Peter père. Peter père. J'arrive vraiment pour pas grand-chose. Mais du coup, voilà, ça a changé dans la dernière partie, ce qui a été un peu plus logique parce que du coup, elle est quand même plus proche de lui. Mais ça aurait pu, je pense, arriver un peu avant, étant donné qu'il commence à nouer des liens d'amitié plus tôt dans le roman. À la fin du roman, Griette semble assez heureuse de son sort et je pense qu'elle a eu de la chance avec elle a un mari qui est beau, qui est gentil, etc. Mais d'un autre côté, je me dis en fait, si il n'avait ni été beau ni été gentil, est-ce qu'elle aurait quand même pas été obligée de l'épouser, même si elle avait eu aucun intérêt du fait de la classe sociale assez modeste d'où elle vient et pour supporter sa famille. Alors évidemment, je ne sais pas puisque il n'y avait pas cette alternative-là dans le livre, mais ça montre bien que Griette est obligée quand même de faire des sacrifices. Il y a ce sacrifice-là éventuellement qui aurait dû être fait, mais il y a aussi, tout au début du roman, c'est elle qui doit travailler pour subvenir aux besoins de la famille plutôt que le grand frère qui est en formation. Je ne sais plus comment c'était expliqué dans le livre, mais en gros en formation. Et qui clairement, on le voit, est beaucoup plus égoïste et réfléchit beaucoup plus à lui-même, à ce qui se passe avec lui, à ce qu'il a envie de faire, etc. plutôt qu'à sa famille. Et ouais, ça se voit tout au long du roman, même le fait que Griette va voir, dès qu'elle a un temps libre, elle va voir ses parents, ce que ne fait pas du tout le frère. Donc là encore, on voit qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, dans le sens où on attend cette forme d'abnégation de Griette, mais on l'attend pas forcément de Franz. Dernier point, donc le style et la narration. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que le style était simple, délicat, authentique, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un livre à suspense énorme, il y avait comme, si je peux l'expliquer comme ça, une sorte de tension calme et ça m'a beaucoup plu. Premièrement, ça m'a changé un peu de mes lectures un peu, comment dire, plus difficiles avec des thématiques un peu plus lourdes et des styles un peu plus compliqués peut-être. Donc c'était vraiment très appréciable. Et en plus de ça, j'étais assez surprise par l'histoire, mais dans un bon sens en fait. On m'a pas livré ce que j'attendais, mais j'ai quand même beaucoup apprécié, peut-être même plus apprécié que si j'avais eu ce à quoi je m'étais attendue. Je vous conseille donc le livre La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez un avis à donner sur le livre ou sur le film, je n'ai pas vu le film malheureusement, vous pouvez les laisser en commentaire et je vous dis à une prochaine vidéo.